Je tiens d'ailleurs à remercier nos partenaires, le MUSEM et l'association Amalip et leurs représentants. Donc, ce soir, cette rencontre, ce premier panel, réunit trois éminentes et éminents chercheurs, parmi les plus engagés dans le renouvellement de nos regards sur les trajectoires roms en Europe, qu'il s'agisse d'histoire longue, d'anthropologie du présent ou d'analyse des politiques culturelles. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter. Je commencerai par Henriette. Chère Henriette Asseo, vous êtes historienne, professeure à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du Centre de recherche historique. Vous êtes l'une des très grandes spécialistes européennes de l'histoire des Tziganes et des Roms, à la croisée de l'histoire sociale, politique et des imaginaires. Vous avez participé à l'élaboration de l'histoire académique des Tziganes européens de l'époque moderne à la période contemporaine. Vous avez publié un ouvrage pionnier, Les Tziganes, une destinée européenne. Vous avez été membre fondatrice du comité scientifique de European Academic Network on Romani Studies. Vous avez siégé également au comité de rédaction des Temps modernes fondé par Simone de Beauvoir, puis Claude Lanzmann. Vous intervenez très régulièrement comme experte auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et du mémorial de la Shoah. Et de 2013 à 2017, vous avez été directrice scientifique pour la France du programme européen MIG-ROM sur les migrations roms. J'espère n'avoir rien oublié. Chère Tatiana, vous êtes historienne, chercheuse à l'Université catholique de Louvain au sein du laboratoire d'anthropologie prospective. Vous êtes spécialiste des politiques de déplacement et de déportation des Tziganes. Vous menez depuis 2008 des recherches de terrain en Moldavie. Vous êtes d'ailleurs d'origine moldave, vous êtes moldave, et dans la région d'Odessa. Vos travaux les plus récents s'intéressent aux effets sociaux des politiques culturelles soviétiques, notamment en Asie centrale, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Et enfin, j'ai la grande joie de présenter Grégoire Cousin. Vous êtes directeur scientifique de la revue Études Tziganes et anthropologue. Vous êtes docteur en droit public et comparé. Vous êtes actuellement post-doctorant de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous travaillez sur les migrations, les dynamiques de pouvoir au sein des communautés, les processus génocidaires et les politiques publiques à destination des groupes dits roms, tziganes en Europe. Vous menez des recherches en France, en Italie, en Roumanie, et vous participez également au projet européen MIG-ROM que j'ai mentionné tout à l'heure, et également UrbaRom. Donc j'espère avoir été précis, en tout cas dans mes présentations, et vous remercie encore 1000 fois pour votre venue ici à Sofia et en Bulgarie. Nous disposons en fait d'une petite heure. J'ai dit petite heure parce que le temps passe toujours très vite lorsqu'on anime une table ronde et il y a tant et tant de sujets à aborder. Mais j'ai demandé en fait à nos trois éminents panélistes de bien vouloir accepter d'échanger sur trois thématiques qui nous paraissaient importantes. La première thématique porte sur les héritages impériaux. On en saura davantage, vous allez nous dire de quoi il s'agit. La deuxième thématique portera sur visibilité culturelle et disqualification politique. J'ai employé le mot invisibilité politique, mais disqualification politique est plus juste. Et ensuite, nous réfléchirons ensemble sur les identités collectives. Alors, je commencerai peut-être par le premier point, donc, qui sont sur les héritages impériaux. Alors, chère Henriette, dans vos travaux, vous montrez que les empires, en particulier l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman, ont permis aux Roms d'occuper une place sociale et culturelle visible et qui parfois même était valorisée. Mais vous soulignez aussi que cette période impériale n'a pas produit
l'essentiel peut-être, c'est-à-dire la citoyenneté politique, et que la modernité autour de la construction des États-nations a entraîné progressivement ou à un rythme rapide une disqualification. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer en quoi cette tension entre inclusion sociale et exclusion politique constitue aujourd'hui une grille de lecture pertinente, et peut-être aussi parce que, comme je disais, nous sommes ici à l'Institut français de Bulgarie, à Sofia, nous ne sommes pas dans un cadre académique, nous ne sommes pas dans un cadre universitaire, et nous avons des connaissances très, très diverses, je dirais, de ce sujet, et je pense que c'est important aussi de nous donner quelques éléments de contextualisation. Merci beaucoup. Le verre doit apparaître. C'est tout un programme que vous me proposez, Luc, et c'est un programme d'une vie entière de recherche. Et même au terme de cette vie entière, je ne crois pas avoir trouvé la clé de lecture qui permette de couvrir une histoire européenne à travers les siècles. Néanmoins, ce que je dirais, je vais partir d'une anecdote et puis je vais dresser un tableau assez rapide de la présence tzigane en opposant, si vous voulez, l'Europe occidentale, le bassin méditerranéen et la Centre-Europe, celle des empires, et puis au-delà, l'Europe orientale et balkanique. D'abord, il n'y a pas d'histoire tzigane s'il n'y a pas multiplicité des regards et des enquêtes. Et là, comme nous sommes en Bulgarie, je veux rendre hommage à Marcel Courtiade, à Milena Ushmanova, à Veselin Popov, c'est-à-dire un croisement de recherche entre les archives, les témoignages et les archives et la réalité rétrospective de l'enquête généalogique. Ces trois croisements permettent d'établir une topographie, et en particulier une topographie impériale. Alors, ces trois empires sont l'empire des Habsbourg, austro-hongrois, l'empire russe et l'empire ottoman. Et comme vous le savez, la Bulgarie se trouve à la confrontation de ces trois empires. Et en gros, tous les pays balkaniques participent de ces trois héritages d'une manière ou d'une autre. Ces trois empires ont pris une habitude concernant les tziganes. Je ne parle que d'eux maintenant, et je ne vais pas faire un tableau de tous les empires. Je vais rester concentrée sur mon sujet. C'est d'enregistrer collectivement dans des statuts spéciaux les tziganes, qu'ils soient nomades ou sédentaires. Et cette notion de nomade et sédentaire est à rapporter à la civilisation ancienne, où le fait de bouger est naturel et ce sont des mobilités qui, la plupart du temps, sont contraintes par les déplacements de population, par le jeu des frontières et par tout simplement les conditions de la démographie historique et de l'économie. L'Empire austro-hongrois enregistre dans la Zigeuner conscription, à partir de l'âge de Marie-Thérèse, tous les tziganes de l'Empire. Donc, si vous travaillez dans les archives de la Zigeuner conscription, vous avez le portrait social de tous ces tziganes d'Empire. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'ils sont attachés aux systèmes seigneuriaux, mais qu'ils sont des hommes libres, et qu'ils sont enregistrés comme gens du Seigneur, et non pas comme paysans. Ils sont enregistrés dans ce qu'on appelle le dominical, et non pas dans le rustical. C'est donc une position d'origine qui est supérieure à celle des villageois. Et vous me direz comment s'établit ce paradoxe entre une position supérieure et une condition sociale qui peut être effectivement très subalterne, effectivement. Eh bien, c'est que ces conditions vont se modifier en fonction des régimes d'inscription domaniale. Je vais prendre qu'un seul exemple qui va vous faire comprendre les choses. Vous êtes dans les domaines du comte Kaunitz. Le comte Kaunitz est le chancelier de Marie-Thérèse. Il possède de gigantesques domaines qu'il partage avec le comte Karoli, qui possède aussi de gigantesques domaines en Hongrie.
Lorsque le comte Caroli décède, l'ensemble des tziganes de son domaine, enregistrés dans ce dominical, sont chassés. Et ils vont donc arriver vers le domaine du comte Kaonis. Mais ils vont être foulés. Et donc, vous voyez le jeu. Vous avez une position supérieure et des conditions qui se traduisent dans les édits de Marie-Thérèse par des édits de bannissement des tziganes errants, alors qu'ils ne sont pas nomades, qu'ils ne sont pas errants, qui sont simplement les tziganes domaniaux du comte Caroli. Et si je multiplie ensuite à l'échelle de l'Empire austro-hongrois l'ensemble de cette situation, j'obtiens une évolution démographique assez stupéfiante. C'est-à-dire que j'ai à la fois une amplitude démographique considérable et que je vais vous placer maintenant en 1893. Pourquoi 1893 ? Parce qu'en Hongrie, le cousin de l'archiduc Joseph, de l'empereur François Joseph, le comte palatin de Hongrie, l'archiduc Joseph, est tellement intéressé par les tziganes de sa couronne qu'il envisage de les intégrer dans la nation hongroise et qu'il fait donc un recensement spécifique de ces tziganes de la couronne. Ce recensement est publié en 1895. Il est très détaillé, il comprend des centaines de pages. Effectivement, elles sont en hongrois, ce qui n'est pas évident à utiliser. Elles font un portrait, une topographie parfaite. Et on voit une dispersion, une concentration urbaine, une dispersion géographique. Et ceci concerne plus de 200 000 personnes. 200 000 Roms, donc hongrois, dans le royaume de Hongrie en 1895. Vous voyez que cette démographie va tuer dans l'œuf l'idée d'un peuple nomade qui serait parti d'on ne sait où et qui se serait distribué à travers l'histoire de l'Europe. Vous avez ici une autochtonie construite dès l'Ancien Régime, dès le XVIe, XVIIIe siècle, qui s'est suffisamment établie pour pouvoir assurer une démographie triomphante. Et en même temps, cette démographie triomphante va permettre un volant... Chère Henriette, vous pouvez continuer, mais... oui, voilà. Va permettre un volant que nous allons voir avec Tatiana, qui est le volant de la culture, de l'inscription dans les constructions nationales européennes. Et ce que je viens de prendre comme exemple hongrois, je pourrais le traiter dans tous les pays d'Europe, de la Centre-Europe, en Pologne, voilà. Et ça explique que tous les producteurs de l'idéologie nationale, Vorosh-Marty, à peu près dans tous les pays européens, et se soient intéressés aux tziganes et cherché à intégrer la culture tzigane dans la culture nationale. Sauf qu'il y a l'autre aspect, l'aspect de différenciation sociale au fil des ans. Et là, on peut passer. Voilà, donc, Grégoire, on vous écoute. Alors, j'arrive à faire marcher cette machine. Et il faut que vous utilisiez aussi le micro pour la traduction. Que vous l'allumiez. Alors, pour répondre à peu près à la première question, j'avais préparé en quelque sorte 3 cas, qui sont 3 terrains sur lesquels j'ai travaillé en Roumanie. La Roumanie a cet intérêt qu'elle, comme les autres pays balkaniques, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'elle les héritières d'une certaine manière de l'histoire des 3 empires. Et les 3 lieux dans lesquels j'ai travaillé sont 3 lieux qui sont rattachés de manière assez différente à ces 3 empires. Pour illustrer en quelque sorte les propos d'Henriette, je vais prendre le premier cas qui est celui de Tulcea, donc celui-là. On voit une photo d'Henriette sur le terrain à l'époque. On travaille ensemble. Et je vais essayer de vous raconter en quelques mots l'histoire de cette communauté dans laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans, en remontant l'histoire par rapport
on va dire, au travail anthropologique, au travail ethnographique que j'ai fait avec eux. Donc c'est des gens que j'ai connus à Paris alors qu'ils avaient immigré à la toute fin des années 80, début des années 90. Moi je les ai connus à partir de 2010 et que j'ai fréquenté ensuite assez longuement en Roumanie. Il s'agit d'une communauté donc, qui est originaire de Tulcea et des environs de Tulcea en Roumanie. C'est-à-dire que dans cette région historique roumaine de la Dobroja, qui est également une partie de la région historique et aujourd'hui en Bulgarie. Quand je suis arrivé sur le terrain et que j'ai essayé de remonter un peu l'histoire de ces familles, la première chose qu'ils m'ont raconté, c'est nous, on est des Roms russes. Donc ils étaient en Roumanie, ils parlaient roumain ou romanesque entre eux, mais la première revendication, c'était d'être des Roms russes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils m'ont raconté plusieurs fois et dont les personnes les plus âgées que j'ai interrogées, essentiellement pour qui me racontent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils avaient été déportés, revenus, etc., parlaient encore russe. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un héritage, on va dire, des relations à l'époque communiste ou des relations de travail, ou peut-être de la Seconde Guerre mondiale, mais il s'avérait que leurs parents, qui étaient nés en 1920, 1910, parlaient également russe. Et en réalité, cette famille-là plus précisément, venait de Moldavie, voire d'un peu plus loin, et avait immigré dans la région de Tulcea autour de 1910. La légende familiale voulait que 5 frères soient arrivés en même temps d'un monde russe supposé être très lointain, mais qui en quelque sorte est juste de l'autre côté de la rivière, jusqu'au côté du Danube, et étaient arrivés en Roumanie. En creusant un peu plus loin, on va dire en fréquentant d'autres familles, en élargissant le cercle des connaissances d'autres personnes, comme la dame qu'on voit là, Elena, celle qui est au centre à côté d'Henriette, elle nous a raconté complètement une autre histoire. Elle nous expliquait qu'elle était de Varna et qu'elle n'était pas du tout russe, c'était n'importe quoi, parce que eux, ce qu'ils étaient, c'était bulgares. D'autres familles encore m'ont dit mais non, on n'est ni russe ni bulgare, nous on est des Roms vlachs, donc supposés roumains, mais rattachés à en quelque sorte des Roms roumains de l'extérieur de la Roumanie. Et je peux continuer comme ça assez longuement sur ces appartenances multiples en fonction des différentes familles. En remontant l'histoire familiale, je suis tombé sur des archives de 1939 qui sont les archives d'autorisation d'entrée et de sortie dans le département de Tulcea, où on voit très bien comment est-ce que les gens sont compris dans une circulation internationale, déjà en 1939, entre la région de Varna, où ils vont faire des récoltes, des moissons, etc., et reviennent à Tulcea. Ils travaillent pour la Commission européenne pour les bouches du Danube pendant les années 20, et ils travaillent également dans l'Union soviétique, où ils sont embauchés comme moissonneurs. Donc on a cette grande circulation internationale entre les trois ensembles nationaux de l'entre-deux-guerres. Cette histoire-là, on peut aussi la remonter encore un petit peu plus loin pour remonter presque jusqu'au moment des empires. Je vais m'arrêter en 1878, au moment où la Dobroja devient roumaine. En fait, eux, ils arrivent à peu près à ce moment-là. Ils commencent vraiment à rentrer à peu près à ce moment-là. Et l'hypothèse principale, c'est que ce sont des familles roumaines qui sont parties dans le monde russe, on va dire, au milieu du 19e, et revenues au moment de la colonisation roumaine de la Dobroja à partir de 1878. À partir de là, et c'est une chose que je trouve importante, ils vont développer une idéologie qui porte encore aujourd'hui, qui est pourquoi se dire russe aujourd'hui en Dobroja? C'est parce qu'il y a d'autres Roms, il y a des Roms turcs et Rhanais qui sont là, et tout l'enjeu de ces rattachements à des appartenances anciennes, c'est se différencier aujourd'hui, maintenant, dans le centre urbain de Tulcea,
par rapport à d'autres voisins qui se rattachent à d'autres histoires. Les Roms turcs de Tulchak, sur lequel j'ai travaillé aussi dans les archives, eux, ils se rattachent très clairement au système latifondiaire des Tatars qui contrôlait la Dobroja jusqu'en 1878 et avec qui ils ont gardé des rapports assez importants malgré la disparition des Tatars. Merci. Je crois que Henriette, vous vouliez ajouter quelque chose, et puis après je vais interroger Tatiana. Oui, pour faire la transition, en fait, dans le temps qui nous est imparti, on ne peut que suggérer le travail qui peut être fait ou qui est à faire. Là, vous avez déjà vu 3 types de sources. Les sources intérieures, c'est-à-dire l'enquête orale auprès des familles, mais réinterprétée dans la dimension historique. Les sources administratives, les sources de la circulation et les sources du recensement. Et vous pouvez encore en démultiplier. Et dans le cas, par exemple, de ces familles-là, évidemment, ça n'a rien à voir avec les familles, avec les tziganes qui appartenaient aux 2 royaumes de Moldavie et de Valachie et qui étaient soumis à un système dont Tatiana d'ailleurs va reprendre un petit aspect, un système différent qui était un système d'esclavage, car ces royaumes étaient tributaires de la porte, c'est-à-dire de Constantinople, payaient tribut, en échange de quoi ces princes chrétiens avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient chez eux. Et ils se ravitaillaient au marché aux esclaves chrétiens dont la plaque tournante était la République de Raguse, c'est-à-dire Dubrovnik. Donc vous voyez, quand vous redescendez encore, vous avez d'autres formes sociales qui s'installent, qui n'ont rien à voir avec le dispositif d'inscription dans des statuts collectifs qui expliquent la reproduction sociale et culturelle des Roms de l'Empire des Habsbourg. Et dans l'Empire ottoman, vous avez les 2 composantes. Vous avez les tziganes enregistrés comme un seul groupe, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, qu'ils soient tchéguénés ou keptis, et enregistrés en payant l'arache ou le sisi, c'est-à-dire un impôt spécial, mais qui les exonère de la corvée et de la soumission. Merci pour tous ces éléments extrêmement riches, et on pourrait effectivement avoir une très longue soirée, mais j'aimerais peut-être passer à la deuxième thématique et interroger Tatiana à ce sujet, puis je vous demanderai aussi d'intervenir. Je l'ai un petit peu évoqué sous l'expression, on va dire, de visibilité culturelle et de disqualification politique. Chère Tatiana, vous avez beaucoup travaillé justement sur la dimension culturelle et comment, au fond, cette dimension culturelle, en particulier dans l'Empire russe puis en Union soviétique, a été à la fois célébrée et encadrée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces expressions-là, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc une forme en fait de tradition impériale qui s'est poursuivie sous le régime soviétique, où il s'agissait en quelque sorte de gérer la visibilité culturelle. Et vous évoquez diverses institutions culturelles soviétiques, notamment comme le théâtre romain. Donc nous aimerions bien vous entendre sur ce sujet-là et sur cette sorte de paradoxe, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, une marge de manœuvre est donnée pour l'expression culturelle et en même temps, pas ou peu ou pas du tout de représentation, je dirais, politique ou de visibilité politique. Voilà, merci. À vous, merci pour la question. Bonsoir. Je suis vraiment très contente d'être ici et j'espère que je vais répondre suffisamment bien à toutes vos questions. En fait, tout ce qui est politique culturelle, ce n'est pas vraiment un sujet que je travaille depuis très longtemps, c'est plutôt un sujet assez récent. Je suis partie, en fait, l'intérêt pour ce sujet de politique culturelle envers les Roms dans l'Empire tsariste et en Union soviétique. En fait, est apparu en travaillant sur les archives de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, où je me suis rendu compte que, en fait,
il faut aller plus loin en amont et en aval en fait pour comprendre les choses tant politiques que culturelles. Et c'est de là que en fait que j'ai commencé à travailler sur le 19e siècle, sur l'Empire tsariste, la fin de l'Empire tsariste on va dire. Et pourquoi surtout 19e siècle? Parce que c'est tout au début du 19e siècle, ça a été vraiment un changement fondamental dans l'Empire tsariste, vu qu'un système ministériel a été créé qui a permis d'être beaucoup plus cohérent, je ne sais pas dans le sens bon ou mauvais du terme, mais voilà, plus cohérent dans toutes leurs démarches politiques, sociales, économiques, ainsi de suite. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que, en fait, la musique et la culture rome a été à la fois célébrée et encadrée. Mais moi, je dirais plutôt qu'elle a été célébrée pendant l'époque de l'Empire tsariste et davantage encadrée pendant l'Union soviétique. Et pourquoi? Parce que il n'avait pas cet intérêt particulier à l'époque tsariste pour tout ce qui est question nationale, ce qui était vraiment un sujet central dans la politique soviétique. Les nationalités, c'était vraiment on va dire la plaque tournante de la politique soviétique, les nationalités. Et donc, c'était vraiment, on va dire qu'ils ont eu beaucoup plus de liberté dans tout ce qui est culture musicale. Et c'est surtout, il faut mentionner pour l'époque tsariste les chœurs tziganes qui sont les plus emblématiques et qui méritent d'être mentionnés. Ces chœurs tziganes qui étaient présents dans n'importe quelle fête et à la cour de tsar et pas seulement. Et c'était vraiment quelque chose de central dans la culture russe en général et pour les communautés roms en particulier. Mais ça, c'était la partie, on va dire, la partie pittoresque des Roms à l'époque tsariste, vu qu'une grande partie des Roms, surtout dans la partie qu'on a appelée dans les sources de l'époque la partie européenne de l'Empire tsariste, la plupart étaient des serfs et on sait très bien que l'abolition du servage a eu lieu dans la deuxième moitié du 19e siècle, 1861, mais ça s'est produit graduellement, c'était pas tout fait pendant une année. Et donc, s'il y a une continuité entre ces deux-là, en fait, entre l'Empire tsariste, tout ce qui est culture rome, entre l'Empire tsariste et l'Union soviétique, moi je dirais plutôt qu'il y a eu une rupture fondamentale avec la révolution et la révolution russe. Et donc, c'est avec la création de l'Union soviétique, il y a eu un changement important, tout ce qui est culture rome, vu que les chœurs tziganes étaient plus associés à l'aristocratie russe et c'était considéré bourgeois, ce qui était, on sait très bien que c'était mal vu par la politique, par les dirigeants soviétiques, était mal vu. Et donc, avec la création de l'Union soviétique, dès les années 20, il y a eu quelques décrets concernant les tziganes et dénonciation et de la tsiganshina. Et en même temps, c'est justement à cette époque-là que le théâtre romain a été créé au début des années 30. Mais il y a eu aussi, au sein de ce théâtre, il y a eu beaucoup de comment dirais-je, pas de débats, mais beaucoup de répression, on va dire, parce qu'au début, l'activité du théâtre était perçue plus bourgeoise et aristocratique, ce qui ne convenait pas du tout à la nouvelle politique soviétique. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant de nouveau vers Henriette. Tout à l'heure, j'ai évoqué cette question de disqualification politique, et j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le XXe siècle.
ce qu'on entend par la disqualification politique au XXe siècle, avec les nationalismes, les États-nations, la place qu'occupent les Roms. Et puis, je pense qu'il y a bien évidemment une tragédie qu'on ne peut pas ne pas mentionner et qu'on ne peut pas ne pas raconter, et qui est le génocide. Et puis, peut-être aujourd'hui, comment vous voyez les choses par rapport à ce terme de disqualification, ou les problématiques ou les difficultés ou les défis peut-être que l'Europe rencontre sur ce sujet-là. Et puis peut-être ensuite, je demanderai à Grégoire de compléter peut-être, mais je préciserai peut-être ma question. Alors, chère Henriette. Alors, toujours en allumant le micro. Là encore, nous ne parlons pas de l'Europe occidentale. Hein. Nous restons centrés sur le monde balkanique, le monde de la Centre-Europe, l'Allemagne, enfin les ex-empires centraux. Voilà. Bon, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Tatiana. En fait, la dénonciation de ce qu'on appelait la Tsiganщина, c'est-à-dire la manière tzigane de la culture russe, qui avait été tellement valorisée du temps de Pouchkine, qui est resté l'hymne national de la Russie jusqu'à nos jours, même sous Poutine, est dénoncée par les révolutionnaires bolcheviques, par le Proletkult, c'est-à-dire l'organisation, qui exclut tout ce qu'on appelle les tsiganska romances de la culture au nom du fait qu'ils se sont compromis avec le monde bourgeois et qu'ils ont dissipé dans le peuple, distribué dans le peuple, une culture subalterne de divertissement qui est contraire à l'idéal de révolution et de régénération de l'homme nouveau. Et vous allez donc avoir une répression qui s'exerce au moment même où les Roms de Russie s'organisent en constituant l'Union des Roms de Russie, où, en parallèle, vous voyez tout d'un coup une affirmation politique dans tous les pays européens. Par exemple, en Roumanie, la création, là encore, des journaux en langue romanie et pas seulement en langue roumaine, et la création de l'Union des Roms de Roumanie qui a compté jusqu'à plus de 500 000 adhérents. Donc, vous voyez très bien que vous avez une première phase d'émancipation qui est la sortie des conditions de l'Ancien Régime, qui donnait aux Roms des possibilités historiques considérables, qui est entre 1880 et en gros 1920, l'entre-deux-guerres où la question des nationalités pervertit le jeu politique et du coup disqualifie l'autonomie de la représentation rome. Et en Bulgarie, vous le savez très bien, lorsque on crée la citoyenneté, en 1901 par exemple, le grand débat sur qui a le droit de citoyenneté en Bulgarie. On en exclut en 1901 les tziganes, alors cette fois-ci les tziganes nomades et musulmans, et c'est Marko Markov qui prendra leur défense en réclamant la restauration de leurs droits. Donc, quand vous sortez de la condition qui enserre votre identité culturelle dans un cadre normé, paradoxalement, vous êtes soumis à la concurrence entre les diverses nationalités et vous devenez une variable d'ajustement de cette concurrence. C'est très drôle de regarder les archives de la Société des Nations. Lorsque les recensements sont effectués à propos des rivalités nationales à la suite des traités de paix, de Sèvres, etc. Les Hongrois intègrent les tziganes de Transylvanie pour justifier le fait que la Grande Hongrie doit récupérer la Transylvanie qui a été remise à la Roumanie. Et on a le phénomène inverse dans l'autre sens. Et ceci a entraîné une diffraction, une diversité sociale considérable. Mais néanmoins, ce que les historiens, nous voulons faire, c'est toujours rester du côté des Roms. C'est-à-dire, par exemple, réintroduire la trace romanie, elle est authentique,
on est sûr que là, on a affaire à des Roms. Je vais terminer tout de suite, mais lorsque on a fait le programme Migrom, sachant tout ce que l'archiduc Joseph avait fait pour les Roms et que la Société d'ethnologie de Hongrie avait une section spécifique, publiée en allemand des choses très importantes et très utiles, nous avons numérisé les archives d'Anton Hermann à Segers. Eh bien, il y a dans ces archives énormément, en certain nombre en tout cas, d'autobiographies en langue romanie données par ces acteurs sociaux et politiques. Et ce monde a disparu avec la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce que les Allemands ont recherché dans la destruction des Tziganes, c'est l'éradication de ce qu'ils considéraient comme les Tziganes germaniques ou du Grand Reich, c'est-à-dire ceux qui auraient dû être promus au rang de la race supérieure parce que l'idée que cette langue, qui était indo-aryenne, laissait entendre depuis le XVIe siècle que les Tziganes étaient des Aryens, ils ont été disqualifiés pour s'être mariés avec des Allemands de basse qualité raciale. Et l'expertise individualisée qui a été faite de chaque Sinti, cette fois-ci vous êtes à l'ouest, Sinti allemand, on le verra demain à propos de l'histoire de Sheia Stoïka, a entraîné la destruction de 80% à 90% des Tziganes du Grand Reich. Mais le Grand Reich, c'est aussi la République tchèque, c'est-à-dire l'héritage primordial, puis ça a été aussi des massacres et des déportations en Hongrie, l'héritage primordial de l'Empire austro-hongrois. Donc, après la guerre, l'idée d'empire, l'idée de communauté d'empire a disparu définitivement. Merci. Peut-être, Grégoire, si vous voulez bien poursuivre. Ça me donne l'occasion de parler de mon deuxième terrain, qui est un terrain qui se situe en Transylvanie, pas très loin de la frontière hongroise. Il s'agit d'une petite communauté, un petit village perdu dans la montagne. Et pourquoi je veux vous parler de ce terrain? C'est parce que c'est pareil, c'est des gens que j'ai connus à Paris au cours de la migration et j'ai passé du temps chez eux en Roumanie. Un des points, et je vais revenir à la toute première question, un des points qui était marquant, c'était qu'ils avaient conservé, mais de manière, on va dire, en fin de course, des pratiques de production musicale à destination d'un public local. Je vais être un peu plus précis. En fait, on a interrogé par exemple un vieux monsieur qui a longtemps fait la même chose qu'avait fait son père, c'est-à-dire partir de ce village perdu au milieu de la montagne pour aller ou à Cluj ou à Budapest, aller jouer dans les cafés, les hôtels dans l'entre-deux-guerres. Et puis, un petit peu, mais sous l'époque communiste, c'était beaucoup plus compliqué, continuer cette pratique-là de jouer dans les cafés en Hongrie et à Cluj. Dans le même endroit, donc la famille est originaire de ce village-là, dans le même endroit, le régime communiste a ouvert une mine et a récupéré des gens d'un peu partout, des tziganes d'un peu partout autour, et les a installés dans ce village-là pour devenir des mineurs exploitant la mine. Donc, en quelque sorte, la communauté s'est en même temps agrandie, diversifiée, et la partie, on va dire, culturelle, de haute culture, a disparu, délayée dans cette histoire-là. Il restait un corps, quand j'ai fait mon terrain, un fabricant de violons, par exemple, dans le village, qui fabriquait les violons, qui était mort en fait juste avant, j'ai été voir sa veuve plus exactement, les violons des quelques musiciens qui continuaient à essayer de survivre en allant jouant dans les ressorts à touristes qui commençaient à s'implanter dans cette région montagneuse, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de succès, la plupart des hôtels étaient vides. Mais
ce que je veux dire par là, c'est que cette Europe, cette Mitteleuropa dans laquelle les Roms avaient un rôle culturel de production musicale pour les mariages, pour les enterrements, où on allait par exemple jouer un petit peu différent en fonction qu'on allait à un mariage roumain, au mariage hongrois, et tout le savoir et de savoir s'adapter à son auditoire pour faire la légère variation nationale de son auditoire, eh ben, a été perdu, s'est délayé, mais en même temps a gardé des traces jusqu'en 2015. C'était un monde en train de mourir à l'époque, c'était assez triste. J'aimerais bien que vous nous rapportiez l'anecdote tout à l'heure sur musique hongroise, musique roumaine, si vous pouvez nous raconter. Oui, est-ce que mon micro marche toujours? Donc on interviewe cette personne, ce vieux monsieur, et on lui demande de nous jouer un morceau tel qu'il devait jouer à un mariage. Donc il nous joue un premier morceau et il nous dit, ben voilà, ça c'est... Lui, il joue du violon de Storr. Donc c'est un violon avec une trompette sur le côté pour faire un bruit. C'est assez désagréable à l'oreille, mais ça a l'intérêt de jouer très fort pour pouvoir jouer seul dans une grande salle et puis être accompagné d'une grosse caisse. Donc il demande à un cousin de venir jouer à la grosse caisse. Lui, il joue du violon et il nous fait un premier morceau. Donc on enregistre, on écoute et il nous dit voilà, ça c'est le morceau que je joue pour les mariages hongrois. D'accord, est-ce que vous pouvez nous faire le morceau pour les mariages roumains? Il rejoue à peu près, ou pratiquement le même morceau, voire totalement le même morceau. Et il me dit, mais alors, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que moi, je ne suis pas musicologue. Il dit, en fait, il y en a un qu'on joue pour les mariages hongrois, on leur dit que c'est la musique hongroise, et l'autre, on joue pour les mariages roumains, on leur dit que c'est la musique roumaine, et ça marche très bien. Merci. Alors, ça me permet justement d'échanger avec Tatiana. Alors, je vais revenir sur la dimension, justement, la culture, la musique, et vous poser cette question si vous pensez que, justement, la créativité, l'usage de la musique permet en quelque sorte de se définir, de s'auto-définir, et qu'au fond, ce sont à chaque fois des gestes identitaires, presque politiques, et qui permettent en fait de reconstruire, de sauvegarder, de renforcer une identité collective à la fois plurielle et autonome. Voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et puis ensuite, on va échanger avec nos amis qui sont ce soir nombreux, car le temps passe. Ça marche? Oui, ça marche. Donc oui, effectivement, j'avais pas fini tout ce qui est politique culturelle à l'époque soviétique. Et le cas de la Moldavie, c'est vraiment très intéressant vu que c'est un territoire qui a été sous influence ottomane et puis tsariste et puis soviétique. Et donc c'est vraiment, ça permet d'avoir des empreintes de tous les empires, si on peut dire comme ça. Et au niveau de la musique, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, vous parlez de auto-identification, mais vu que c'était vraiment extrêmement encadré, c'était quasiment impossible de s'exprimer et de manifester quelque chose, on va dire, de la musique intime rome. Et donc, et une chose vraiment très importante à mentionner ici, c'est le fait que dans la politique culturelle soviétique concernant les tziganes, c'était vraiment le nomadisme et le nomade qui était, on va dire, l'archétype de cette construction culturelle. Donc même le théâtre romain, ses premiers spectacles, et d'ailleurs jusqu'à présent, c'est un théâtre qui existe toujours, d'ailleurs c'est la vitrine principale à l'époque de l'Union soviétique et actuellement de la Russie, des spectacles sur le camp par exemple, avec des titres vraiment très suggestifs et qui montrent tout de suite de quoi il s'agit. Et donc cet archétype du nomade
qu'on a voulu, qu'on a réussi à le créer en mettant en place cette politique culturelle envers les Roms soviétiques, les Tziganes soviétiques. Donc ça fait que, en fait, on se rend compte qu'il avait cette politique de la carotte et du bâton, on peut dire comme ça, stick and carrot, c'est-à-dire qu'au niveau politique, on essayait de les sédentariser. D'ailleurs, le plus... ça se mérite d'être mentionné, c'est le décret de 1956, c'est le seul après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la chute de l'URSS qui concerne spécifiquement les Roms de l'Union soviétique. Et donc, vous avez d'un côté, on sédentarise de force les nomades, mais de l'autre côté, dans la musique, on va chanter tout le temps le nomadisme et le jouer sur scène. Donc c'était toujours sur ces deux dimensions. Merci beaucoup, et c'est vrai d'ailleurs, si on s'intéresse au cinéma et si on pense au cinéma yougoslave, mais également au cinéma soviétique des années 1950, 1960 jusqu'aux années 70, on a cette forme de folklorisme effectivement où on valorise à la fois le nomadisme, le goût de la musique, de la chanson, et une sorte de romantisme en fait qui est créé à travers le cinéma. Et d'ailleurs, si je vais vers la Yougoslavie, on voit que ça a beaucoup inspiré les cinéastes. Il y a un grand cinéaste qui est Alexandre Petrovic, Sacha Petrovic, qui avait fait ce film qui avait été primé à Cannes d'ailleurs. J'ai même rencontré des Tziganes heureux, en tout cas c'était le titre en français. Voilà, c'est ça, et qui a créé d'ailleurs la chanson Djelem Djelem, qui a été qu'il a reprise, mais qui a été mis au goût du jour, si je puis dire, et qui est devenu vraiment l'hymne à partir de ce moment-là. Donc c'est un moment cinématographique très important, et puis qui est repris effectivement dans les années 1990 par un biais d'ailleurs qui est choisi, parfois un peu malheureux, qui est celui de Emir Kusturica, qui reprend ce folklorisme-là, mais je pense qu'on le retrouve effectivement dans d'autres pays d'Europe centrale, orientale. Vraiment, ces échanges sont passionnants, mais c'est vrai que le temps passe et j'aimerais réserver quelques minutes aux échanges avec le public, si vous permettez. Mais j'aimerais d'abord qu'on vous applaudisse déjà, parce que c'était formidable. Et c'est un exercice, je sais combien complexe pour vous, parce que, comme je vous disais, nous sommes ici, nous ne sommes pas dans un cadre académique, nous sommes à l'Institut français. En tout cas, merci de trouver les mots simples pour nous aider à mieux comprendre les choses. Et puis, je n'oublierai pas de remercier plus tard nos deux interprètes formidables aussi. Alors donc, nous avons une dizaine de minutes pour des questions. Johan, mon collègue, a le micro avec lui, donc n'hésitez pas, en bulgare ou en français, parce que nous avons deux interprètes formidables. Bonjour, je voulais savoir si l'Union internationale Roumanie, créée en 1971, quels effets elle a eu dans les pays soviétiques? Est-ce qu'il y a eu des effets? Est-ce que dans les Balkans, ils ont pu adhérer à cette organisation? Oui, enfin, je l'ai connue au tout début, donc à sa naissance. En fait, le mouvement d'émancipation rome du XXe siècle, d'après des années 70, il est né d'une conjonction entre des radicaux anglais, des cultural studies anglaises, et des leaders yougoslaves. Parce que la Yougoslavie était l'un des rares pays qui avait valorisé pratiquement au niveau de la reconnaissance d'une nationalité les Roms de Yougoslavie. Et en plus, il les valorisait à l'échelle de la Yougoslavie tout entière et non pas à l'échelle des différentes républiques fédératives. Et donc, s'est construit un dispositif transnational par nature, dès le début. L'Union Romanie avait cette visée transnationale. Elle a rencontré un idéal type des institutions européennes, qui était que la grammaire cachée de l'histoire européenne était cette mobilité ontologique dont l'image du tzigane représentait
cette société pacifiée où on se déplaçait et où les cultures se mêlaient les unes aux autres. Et ceci a un produit, un trope, un discours, à mon avis dévastateur sur le plan politique, parce que ça a dénationalisé, alors que nous, historiens, nous avons montré l'ancrage et la nationalisation très précoce dès le tournant de 1848 et des grandes révolutions des constructions nationales, de tous les tziganes à l'endroit où ils étaient, dans le cadre national où ils étaient. Et là, on construisait une minorité européenne transnationale qui était cette métaphore de l'Europe. Et des institutions, un développement, des aides considérables ont été faites. Elles ont porté leurs fruits lorsqu'il s'est agi de soutenir ou de régénérer la culture rome interne, ici en Bulgarie, là ailleurs en Roumanie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, etc. Mais sur le plan politique, ça n'a pas marché. Et je voudrais terminer juste cette intervention en rappelant ce slogan de l'époque du printemps de Prague. Je déteste les racistes et les tziganes, qui est à méditer. Et alors, ce slogan du printemps de Prague, de la part de qui? Mais slogan de l'époque du printemps de Prague. Ah, de l'époque, oui, parce que j'étais un peu étonné. J'ai pas dit que c'était un slogan. Voilà, donc j'étais quand même inquiet, je me disais... Ça sous-entendait que, effectivement, autant le printemps de Prague ayant été le premier à dénoncer les stérilisations des femmes qui avaient été effectuées, je vous le rappelle, en Suède jusqu'en 1973 et dans les pays de l'Est pendant toute la période soviétique. Et justement sur ce volet de stérilisation, parce que moi j'étais en poste à Prague, en République tchèque, c'était une affaire qui n'était toujours pas réglée en termes de réparation. Absolument. Et j'avais eu le privilège, en quelque sorte, de rencontrer une des personnes qui malheureusement avait subi ces mutilations, si je puis dire, et qui réclamait un dédommagement de l'État tchèque en tant qu'héritier de la Tchécoslovaquie. Et c'était quelque chose qui était encore passé sous silence. Et effectivement, ça a été une pratique qui s'est prolongée après la chute du mur, jusque dans les années 1990, avant que ce soit tout à fait arrêté. Alors on a encore peut-être le temps pour... je me tourne vers Johan parce que c'est Johan qui va terminer la deuxième table ronde, mais je pense qu'on a encore un peu de temps, 5-7 minutes, pour d'autres questions. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, il y a un monsieur qui... pardon. Et puis ensuite, monsieur là-bas. Само искам да направя едно уточнение. Juste que nos intervenants prennent les casques pour la traduction. Когато говорим за комунистическия период и отношението към ромите, изобщо не можем да генерализираме. Има много голяма разлика между отделните държави. В това отношение Съветския съюз и Югославия са примери за толерантно отношение към ромите. Има и съвсем други примери. А специално България има разлика между комунистическия период през първите 5-10 години и след това. През първите 5-10 години, по примера на братския Съветски съюз, такава беше терминологията тогава, бе създадена циганска културно-просветна организация Екипе. Тя имаше свой вестник Романоеси, започна и цигански театър Рома, имаше ром, народен представител в Великото народно събрание и така нататък. 5-10 години след това тренда, извинявам се за този израз, беше обърнат точно наобратно. Ромите бяха обвинени, политическите лидери на ромското движение бяха обвинени в цигански национализъм. Беше закрита организацията, вестника бе трансформиран,
А в края, през 80-те години, това при ромите започва още от 60-те години, идеята на Комунистическата партия бе да смени имената на всички мюсюлмани в България, не само ромите, преди всичко на българите мюсюлмани и на турците. И 80-те години, аз много ясно помня това време, идеята беше, че всички живеещи в България сме етнически българи. Българска социалистическа моноетнична нация. И тогава, аз го помня много ясно, беше забранено да се слуша ромска музика на ромските сватби, да се говори на ромски език. Особено тежко беше при турците, на които бе напълно забранено да говорят турски език и да се смятат за турци. И в това отношение България и Румъния много си приличаха, и Живков, и Чаушеску бяха убедени, че в тия държави, по-точно популяризираха, казваха, че в тия две държави няма цигани и че ромският въпрос е национален въпрос, който не трябва да се интернационализира. Големия страх на Живков бе именно това, ромския въпрос да се интернационализира. Затова през 1971, когато се прави Международния ромски конгрес, 10 български роми получават покана да участват в Лондон. Нито един не получава разрешение от партията, само един си позволява, той е партиен член, партизанин, да го направи. Мнозина казват, че може би е бил изпратен и от службите да види какво се случва, но на практика българските и румънските роми не участват в началото на ромското движение, което е инициирано в съседна Югославия. Oui, si vous pouvez répondre rapidement, puis ensuite on va passer à la deuxième session. Et il y avait monsieur qui voulait poser une question, mais je l'inviterai à poser la question à l'issue de la deuxième session. Donc, voilà, une réponse brève pour rester dans les temps impartis. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Effectivement, on peut pas parler on ne peut pas parler uniformément de l'Union soviétique et de Yougoslavie. Bien sûr, il y a une approche différente pour chaque pays et chaque ancienne république soviétique. Par exemple, quand on évoque seulement nomades, si vous parlez en Moldavie, Ukraine, Biélorussie, ainsi de suite, ça évoque chaque fois les Roms. Mais si vous parlez en Asie centrale des nomades, là, ça parle complètement autre chose. Vu qu'en plus, à l'époque soviétique, les Roms en Asie centrale passaient en dessous du radar de toutes les statistiques et qu'ils étaient inclus parmi les Ouzbeks, Kazakhs et ainsi de suite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et avec l'union de tous les tziganes de l'Union soviétique, effectivement, je n'ai pas eu le temps de parler de ça. C'est pas seulement le souci qu'ils étaient très nationaux, il y avait aussi le souci, l'héritage de l'époque tsariste, parce qu'il y avait une catégorie à l'époque tsariste qui s'appelait Meshani, et cette catégorie-là était considérée bourgeoise à l'époque soviétique. Donc, du coup, effectivement, il y a plein de choses nuancées que on n'a pas le temps ici, ça a été trop court pour développer tous ces aspects-là, mais effectivement, vous avez tout à fait raison que et concernant aussi votre question, vu que vous avez mentionné le congrès de 1971-71, donc oui, donc oui, voilà, mais je vais terminer mon idée. Donc, concernant le congrès que vous avez parlé, et vous aussi d'ailleurs, la circulation d'informations n'était pas comme aujourd'hui. C'était bien avant l'époque de Glasnost et Perestroïka de Gorbatchev. Donc, et je comprends bien, c'est tout à fait dans le contexte que vous parlez, tout ce que vous allez dire. En tout cas, merci beaucoup pour vos remarques et merci. Alors juste un tout dernier mot, et puis après je vais inviter Johan à me remplacer, voilà, pour l'animation de la seconde table ronde, donc voilà, de revenir vers nous. Mais juste un dernier mot. Un tout dernier mot sous forme de réponse. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous venez de dire, en tout cas du point de vue de mes connaissances sur la Roumanie, et c'est à peu près la même histoire d'écrasement politique
des formes culturelles, etc. Il n'empêche, et c'est simplement ça que je voulais souligner, c'est la persistance, la capacité aussi des Roms à maintenir leur culture sans forcément avoir besoin d'un appui de l'État, en sous-marin pendant 40, 50 ans, et de ressortir de manière très forte 50 ans plus tard.